Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Les Chiffres. Ici Éric Renier avec Philippe J. Fournier. Philippe, le longue fin de semaine, ça va commencer. Est-ce que tu as des plans? Non, Eric, bonjour tout le monde. Bonjour, Eric. Je n'ai jamais vraiment célébré l'Action de grâce. Je sais que, bon, les Américains et quelques Canadiens anglais le font avec une dinde qui goûte à rien. Non, pour moi, c'est juste un long week-end que je suis que je suis très content d'avoir pendant ce beau mois d'octobre. Et toi, est-ce que tu as des plans pour le long week-end? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Oui, on célèbre regarder les l'Action de sondages? grâce. C'est Ok. quelque chose que je pense qu'on a commencé quand on a déménagé en Ontario quand Voilà. j'étais jeune. Mais puis après ça, je vais retourner en Gaspésie pour quelques semaines. Donc, j'ai très hâte de faire ça. Mais on va parler Excellent. ici des sondages. On a des sondages provinciaux, on a des sondages pour la ville de Montréal et la ville de Québec. Oui. Je pense qu'on va commencer avec la capitale provinciale, mais le côté provincial pour les sondages. On avait ce sondage de Léger Oui. qui était publié il y a 1 semaine, 2 semaines, je ne me souviens C'est pas. C'était la semaine dernière dans le Ouais. Journal de Montréal. Un sondage qui semblait incomplet. Hmm. On a seulement eu les intentions de vote, alors que dans ce format de sondage, Léger nous habitue à voir le meilleur premier ministre, la souveraineté, la satisfaction. Là, on a juste eu les intentions de vote. Je pense qu'il y a d'autres chiffres qui s'en viennent, mais là, ça commence à dater un peu. Hmm. Les chiffres, Éric, Parti québécois, 36%. Baisse de 2 points, donc stable. Parti libéral, 25%, aussi baisse de 2 points. Coalition Avenir Québec, après tous ces remous au cours du mois de septembre, le remaniement ministériel, un nouveau discours d'ouverture avec des nouvelles orientations qui sont en fait les anciennes orientations de la CAQ, 16% pour la CAQ. Parti conservateur, 15% qui remonte un peu, mais en fait, ça ressemble à une régression vers la moyenne. Et Québec solidaire à 6%. Ça, c'est le chiffre qui m'a le plus marqué, même si peut-être plusieurs disent que Québec solidaire n'est pas dans la conversation présentement. J'ai pris le temps de regarder la liste des sondages, Eric, jusqu'à l'élection de 2014. Ça fait 11 ans. Je n'ai pas trouvé de sondage qui plaçait Québec solidaire à 6%. Alors, c'est le pire sondage en une décennie pour Québec solidaire. Wow. Éric, tes impressions générales de ces chiffres-là? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu as une réaction? Mais à part des chiffres de Québec solidaire, et je pense qu'on va parler un peu de ça, pour moi, c'est un peu un sondage c'est comme un plafond et le plancher. C'est ça le thème de ce sondage-là, parce que c'est maintenant quelques sondages qu'on a vus, le Parti québécois à 36-38%, donc c'est Ouais. un peu plus haut que plus tôt dans l'année. On voit que le momentum pour Pablo Rodriguez, ça a l'air que c'est fini un peu. 25% pour les libéraux. C'est un Ouais. bon comparé au début de l'année, mais on voit que il y a un plafond pour le Parti libéral. Oh Et il oui. y a un plancher peut-être pour la CAQ. C'est maintenant, je crois que il y a 3 ou 4 sondages de Léger Ouais. qui va jusqu'au mois de juin, où c'est entre 15, 16, 17% pour la CAQ. Donc, ça a l'air que l'hémorragie, ça finit pour la CAQ. Donc, pour moi, c'est ça l'histoire de ce sondage-là. C'est que peut-être on est dans le nouveau normal. Ouais. Nouveau plateau. Oui, le Ouais. nouveau plateau dans l'opinion publique au Québec. Oui, je serais d'accord généralement. Il y a des chiffres régionaux qui sont intéressants. Et bien sûr, il faut faire attention avec les chiffres régionaux. On met toujours les bémols appropriés. Ils ont une plus grande incertitude. Mais ce sondage-là a été sur le terrain à la toute fin septembre. Donc, on a eu 2 sondages légers en septembre. Un avant l'entrée au Parlement, un avec l'entrée au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et ce que je remarque vraiment, c'est que le Parti libéral a vraiment remonté dans le Grand Montréal. Ça fait 2 sondages de suite qu'ils sont en tête. On voit ici 36% dans le Grand Montréal pour Pablo Rodriguez. Mais c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, ça, pour le PLQ, parce qu'ils sont toujours loin deuxième derrière le Parti québécois. Alors, ça me dit qu'il y a quelques sièges traditionnellement libéraux à Montréal qui pourraient être gagnés par le PLQ, mais il n'y a aucun gain ailleurs.
Je veux dire ailleurs. Il n'y a aucun gain ailleurs dans le Québec un peu plus au nord. Je regarde ces chiffres-là, je dis, OK, peut-être la région de Gatineau, peut-être la région de l'Estrie, quelques sièges qui traditionnellement vont au PLQ que Pablo Rodriguez pourrait regagner. Mais il y a vraiment, comme tu le dis, Eric, il y a vraiment un plafond pour le PLQ. Je ne suis pas capable de les placer en haut de 40 sièges, vraiment, à moins d'une énorme surprise. Tu sais, dans la région de Québec, c'est 37 Parti québécois, 29 conservateurs. Ça, c'est intéressant. Éric Duhem, en 2022, avait eu 23% à Québec. Et seulement 11% pour les libéraux. Donc, les libéraux ne regagnent pas leurs anciens bastions à Québec avec 11% du vote. Ça ne fonctionne pas, là. Et on voit ça dans la région du Québec, c'est 43% pour le Parti québécois, 18% pour la CAQ, 17% pour les conservateurs, ça c'est un chiffre intéressant un peu, et 16% pour les libéraux, et comme tu as dit, c'est probablement concentré dans l'Outaouais, peut-être les cantons de l'Est. Et c'est ça pour le Parti québécois, c'est une avance écrasante avec, parmi les francophones, 43%, 18% pour la CAQ, ça donne probablement quoi? 80 sièges au Parti québécois avec des chiffres comme ça? Moi, pour l'instant, je crois que j'ai 75, mais 80 est tout à fait plausible. C'est juste que, encore une fois, si on regarde... Bon, Québec solidaire est en chute libre, on va en parler un peu plus longtemps. Il n'y a pas vraiment de siège hors de Mercier-Gouin et peut-être Sainte-Marie-Saint-Jacques que Québec solidaire pourrait aller chercher avec ces chiffres-là. Mais les conservateurs pourrait aller chercher jusqu'à 8-9 sièges. Je parle des couronnes de Québec, Beauce, Bellechasse, peut-être Lobinière-Frontenac. Donc, si vraiment le PCQ grimpe et récolte 8, 9, 10 sièges, ça baisse le plafond du Parti québécois. Parce que dans ces sièges-là que le PCQ pourrait remporter, l'adversaire principal, c'est le PQ. C'est plus la CAQ. Et c'est certainement pas Québec solidaire ou les libéraux. Alors... si le PCQ devait s'effondrer, là, je pourrais voir le Parti québécois grimper au même niveau que la CAQ en 2022. Mais pour l'instant, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça dans les chiffres. Mais on voit que la CAQ, sa descente, ça a arrêté parce que il y avait le sondage de Palès qui a mis la CAQ à 11%. Ouais. On ne sait pas si le prochain sondage de Palès va démontrer des chiffres similaires. Est-ce que ça va être 9%? Est-ce que ça va être un peu un hausse pour la CAQ? Mais est-ce que c'est possible que c'est la fin de la chute? Oui, de la chute de la CAQ. Parce que c'est maintenant quelques sondages qu'on voit que c'est stable pour la CAQ. Voici ce que je dirais par rapport au sondage Palace au début du mois. Le timing, évidemment, les dates de terrain avaient été choisies plusieurs semaines à l'avance. Alors, c'est pas comme si on avait choisi, mais les données ont été puisées juste après la comparution de François Legault, le premier ministre, devant la commission Galland. Et bon, peut-être que ça change pas beaucoup les esprits, mais un premier ministre qui prête serment devant un juge, qui répond à des questions et qui dit « Bah, ça a coûté cher, hein, je ne sais pas. » Et donc, je pense que peut-être ça a fait mal, peut-être que ça a changé le dénominateur pour la CAQ. Mais on a eu aussi l'Institut Angus Reid et je sais qu'au Québec, c'est pas nécessairement la référence qui avait 12%. Alors, on verra bien. Je m'attends il va y avoir un autre Palace avant Noël, ça c'est certain. Avant la fin de l'année, généralement, on en fait un par trimestre. Et là, bien sûr, cette semaine, la grande nouvelle, hier, c'était, selon le premier ministre Legault, une journée historique. Le Québec se dote d'une constitution. Après 7 ans au pouvoir, dernière année avant les élections, un gouvernement qui est bas dans les sondages, on décide d'écrire une constitution. Il n'y a pas encore eu de consultation publique là-dessus. Je pense que pour l'instant, c'est la grande critique de ce projet de loi, mais j'ai hâte de voir si ça va faire bouger l'aiguille, ou bien si la CAQ, lorsque le taux d'insatisfaction est tellement élevé, les gens n'écoutent plus. Tu pourrais arriver avec le remède pour le cancer et les gens n'écoutent plus. Alors, j'ai hâte de voir si vraiment ça peut bouger tant aussi longtemps que M. Legault est le chef de la CAQ. Je pense que c'est ça la question avec cette nouvelle constitution. Est-ce que ça va être vu comme un acte désespéré par un gouvernement qui est en train d'être défaite aux prochaines élections, ou est-ce que ça va être vu comme un projet intéressant? Et est-ce
Ça va changer la conversation un peu. C'est que c'est ce que le CAQ veut, que ça va changer la donne. Comme en anglais, on dit que c'est a big swing. Il essaie de faire un home run avec quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Comme j'ai dit, quand les électeurs, ils savent quand une partie est dans une position désespérée. On a vu ça à Ottawa avec Justin Trudeau et les libéraux. Tout ce que Justin Trudeau a dit, a fait, a essayé, était vu dans l'angle que c'était un acte désespéré. Donc, est-ce que ça va être la même chose avec la CAQ et François Legault? Je ne sais pas, on verra. Mais au moins, il essaie quelque chose. C'est pas juste un petit remaniement ministériel. Oui. Et là, j'insiste, je ne fais pas nécessairement de critique sur le contenu du projet de loi de M. Jolin Barrette. Sur la Constitution québécoise. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne m'y connais rien là-dedans, mais je suis intéressé par l'ajout politique et dire, on ne peut pas exclure. Si la CAQ avait fait ça en 2019, OK, ils arrivent au pouvoir, on dote le Québec d'une constitution, mais ils le font à la toute fin, lorsque même leur chiffre interne leur dit qu'ils vont se faire défoncer à l'élection prochaine si les chiffres ne bougent pas. Et surtout, toi, tu dis un big swing pour faire un coup de circuit. Moi, j'appelle ça enlever le gardien quand il reste 2 minutes. Un acte désespéré. Peut-être 5 minutes. Ouais, c'est ça, exactement. La CAQ a retiré son gardien. Et pour moi, je vois le Parti québécois qui pourrait voir un filet béant dire « Ah, vous voulez une constitution? Ben, ça tombe bien, nous aussi, mais dans un pays indépendant, pas dans une province. » C'est très discutable, sauf que, encore une fois, je vais me fier aux chiffres. C'est juste que... Et c'est intéressant, j'ai écouté, il y avait Jonathan Trudeau à Cogeco ce matin qui parlait de son parcours pour avoir un rendez-vous médical dans le système public. Et dans le système privé se porte à merveille. T'appelles, t'as un rendez-vous tout de suite. Dans le système public, c'est extrêmement difficile. Le coût de la vie est encore élevé. On regarde les sondages, un après l'autre nous disent que le coût de la vie, le coût des logements, le système de santé, c'est dans l'esprit des électeurs. Est-ce qu'ils vont se faire consoler par « voici un projet de constitution » Pour certains, ça va être oui, mais j'ai hâte de voir la proportion dans les prochains sondages. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des sondages à ce sujet dans les prochaines semaines. Oui, mais c'est une question aussi pour le Parti québécois et son projet pour référendum. Est-ce que s'il y a des problèmes dans le système de santé et tout ça, est-ce que ça va être la priorité pour les électeurs? Mais je pense qu'on va voir que dans les sondages, les mesures, les propositions dans la Constitution, parmi beaucoup des propositions, je pense que il va y avoir beaucoup de satisfaction et on va voir qu'il y a beaucoup d'appui pour des mesures dans la Constitution. Mais je me demande, est-ce qu'on va voir beaucoup d'appui pour le projet comme tel? Parce que c'est une chose de dire l'égalité homme-femme. Il va pas y avoir beaucoup de gens qui vont dire que c'est une mauvaise chose. Mais est-ce que c'est le bon moment pour une constitution comme ça? On verra ça. Je pense que ça va être intéressant les prochaines semaines. Oui. Mais pour Québec solidaire, 6%, le pire sondage dans une décennie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour Québec solidaire en ce moment? Oh mon Dieu. La liste c'est que la liste est longue, mais il n'y a rien d'imminent. Ce n'est pas ce que Mme Gazal, la co-porte-parole, c'est pas quelque chose qu'elle a dit récemment. Je pense que c'était la mort par 1000 couples, death by 1000 cuts. Généralement, je pense qu'on peut s'entendre. La gauche ne se porte pas très bien au Canada. Il y a des exceptions, bien sûr. Colombie-Britannique, Manitoba. Le NPD vient de se faire défoncer au fédéral. Et Québec solidaire souffre d'avoir fait des querelles internes et surtout, on va se le dire, de s'être débarrassé de son meilleur joueur. Monsieur Nadeau-Dubois ne revient pas. Il est encore là, mais il ne reviendra pas. Et même s'il était une figure polarisante, les sondages nous montraient qu'il y avait quand même beaucoup d'électeurs qui ne l'appréciaient pas. Son score d'appréciation était supérieur à celui de son parti. Et donc, là, tu enlèves M. Nadeau-Dubois, tu enlèves les piliers de Québec solidaire. On ne sait pas si Manon Massé va se représenter. Elle est généralement appréciée, mais ça, c'est local. Je ne pense pas que Manon solidaire fait bouger l'aiguille à Rimouski et à Sherbrooke. Et on pourrait voir une régression importante. Je veux dire, si vraiment Québec solidaire obtient 6%, d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, c'est ce que le NPD vient d'avoir au fédéral.
un chiffre, c'est une sorte de référence. Mais rappelons-nous que Québec solidaire a terminé deuxième au suffrage universel en 2022. Ils n'ont pas gagné autant de sièges que les libéraux, mais c'était la CAQ, et ensuite, loin derrière, c'était Québec solidaire. Et là, ils se dirigent vers un naufrage. Pas de siège à Québec, pas de siège à Sherbrooke, pas de siège en Abitibi, on oublie ça. Et même plusieurs sièges à Montréal. Est-ce que tu crois qu'avec ces chiffres-là, ils peuvent gagner Verdun, ils peuvent gagner Saint-Henri-Sainte-Anne, même ils avaient gagné Maurice Richard, on oublie même Rosemont, ma circonscription. Alors, je n'ai pas de réponse qualitative, mais quantitativement, tu sais, pour Québec solidaire, je regarde ça, 16% chez les jeunes. Ouais. Si tu as 16% chez les jeunes, parce que tu sais que tu as, écoute, 55 ans et plus dans le sondage, Québec solidaire, c'est 2%. On sait qu'ils sont pas forts chez les plus âgés, mais il reste que 2%, c'est quelque chose. Ouais. Alors, si et c'est 7% à Montréal aussi, dans la grande région de Montréal. Exact, donc, dans le Grand Montréal. C'est pas comme s'ils ont 2-3% dans le reste du Québec. Ils sont en trouble à Montréal. Exact. Et avec la montée des libéraux, moi je vois, OK, ben on va avoir le temps de charcuter la carte plus dans le détail, toi et moi, quand on va s'approcher de l'élection, mais certaines circonscriptions comme Hochelaga, Maisonneuve et Rosemont, qui sont dans l'Est, qui sont plus francophones, ce sont des cibles pour le Parti québécois. Mais Laurier-Dorion, comme j'ai dit tantôt, Verdun, Saint-Henri-Sainte-Anne, Maurice Richard pourrait être intéressant. Le Parti libéral pourrait faire des gains supplémentaires à Montréal aux dépens de Québec solidaire. Donc, ouais, à suivre. Mais si on voit d'autres sondages, et là, on ne sait pas c'est quoi le vrai plancher Québec solidaire. Pour l'instant, ça semble être un plancher, mais des fois, le plancher peut s'effondrer. Donc, à suivre. Parlant de Montréal, oui. Il va y avoir des élections municipales le 2 novembre, partout au Québec. Bon, on a vu plusieurs sondages à Montréal. C'est des sondages légers. Je ne sais pas si on a vu un sondage d'un autre film. Pas encore. Non. Mais ça a l'air que c'est assez clair que c'est un course 1,5. Est-ce que c'est vraiment même un course à 2? Ben, je pense que Monsieur Indécis est loin devant dans cette course. Non, mais sans blague. C'est drôle parce que j'ai écrit ma chronique pour l'actualité qui a été publiée hier. C'était à propos justement de ces sondages montréalais qui montraient beaucoup d'indécis. Et pour ceux qui ne savent pas, les titres de chronique, c'est l'éditeur qui choisit, c'est pas l'auteur. On peut faire des suggestions, on peut avoir notre mot, mais c'est l'éditeur qui choisit. Et mon éditeur à l'actualité a choisi le titre suivant. Montréal pourrait bientôt avoir une nouvelle mairesse et les Montréalais s'en balancent un peu. Et je dois dire, j'ai ri très fort quand j'ai vu ça. Quel titre. Mais, donc, le dernier sondage a été fait pour CTV Montréal, donc Bell Media. Le précédent, au milieu septembre, était fait pour les médias de Québécois. Les deux disent essentiellement la même chose. On a Mme Martinez-Ferrada à 21% dans le dernier sondage, M. Rabouin de Projet Montréal à 12%, Craig Sauvé, 8%, Gilbert Thibodeau, 7%. L'affaire, c'est qu'il y a 42% d'indécis. Et donc, d'habitude, quand on présente des sondages, Éric, et tu le sais, on présente les électeurs décidés et enclins. Donc, on enlève les indécis et on fait un ratio. Quand il y a 10, 12, 15% d'indécis, l'hypothèse de base, c'est que les indécis vont soit pas voter ou vont voter dans des proportions similaires au reste de la population. Et c'est une hypothèse qui marche généralement très bien. Mais lorsque tu as presque la moitié des électeurs qui sont indécis, on ne peut pas vraiment faire ce calcul-là. Et je peux le dire, si le calcul est fait, ça fait 40% pour Mme Martinez-Ferrada et je pense que c'est 23% pour Projet Montréal. Donc, ce n'est même pas serré, même s'il y a juste 9 points d'écart. Donc, en gros, c'est ça que je voulais dire, mais excuse-moi, je t'ai coupé, Éric. Est-ce que tu avais des impressions sur le sondage de Montréal? Mais avec un taux d'indécis assez élevé, oui, c'est vrai que c'est difficile de faire des conclusions, mais la même fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller voter. Le taux de participation dans des élections municipaux sont assez bas. Donc, est-ce que c'est vraiment des indécis ou est-ce que c'est des gens qui ne vont pas voter? Parce que c'est pas souvent qu'on voit un taux d'indécis assez élevé dans une élection provinciale ou fédérale. Ouais. C'est souvent 10 à 20%. Donc, ça indique que, oui, c'est possible qu'il y a juste seulement des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais c'est probablement aussi une indication que le taux de
participation ne va pas être très élevée. Non, exact. Mais j'ai aussi une réponse à ça, Eric, parce que je suis allé vérifier quelques précédents. Tu as un très bon point. Il y a des gens qui me disent, oui, mais je reçois souvent des questions de journalistes, puis les gens me demandent, il y a combien d'indécis? Puis je dis, ben selon le sondage, il y a 15% d'indécis, mais ça, c'est ceux qui ont répondu au sondage. Les vrais indécis qui se foutent un peu de la politique, qui ne suivent pas ça, vont raccrocher ou ne vont pas cliquer. Et donc, quand on demande c'est quoi la vraie proportion d'indécis, c'est une mesure qui ne se fait pas vraiment, malheureusement. Ça se mesure pas bien parce que avant d'avoir le vote, on ne sait pas combien de gens vont voter. La réponse que j'ai à ça, Eric, moi aussi, quand j'ai vu 42 puis 48% d'indécis dans les deux sondages, j'ai fait « Ah oui, mais le taux de participation en 2021 à Montréal, est-ce que tu te rappelles, c'était combien? » C'était 38%. Ouf. C'est pitoyable. Okay? En 2017, donc la première victoire de Mme Plante, c'était 43%. Ce qui n'est pas très bon non plus, mais qui est un peu plus haut. Fait que là, je vais aller vérifier. OK? Si la mesure du taux de participation pourrait être proportionnelle à la mesure d'indécis, ben, que disaient les sondages en 2021? Je suis allé voir Sondage Léger, même méthodologie, même firme de sondage. Le dernier sondage qui était à la fin octobre ou début novembre en 2021, c'était Valérie Plante contre Denis Coderre, il y avait 9% d'indécis. Et pourtant, 62% des électeurs n'ont pas voté. Alors ça me dit qu'il pourrait y avoir un taux de participation, quelque chose comme 25%, que ce soit anémique. Ça m'a frappé, ça, parce que moi aussi, mon réflexe, c'est de dire « Ah, il y a beaucoup d'indécis, c'est à cause qu'il n'y a pas de taux de participation. Le taux de participation va être bas. » Et si c'est ça, on s'enligne pour une élection où les gens ne se présenteront pas. Il n'y aura pas de longue file d'attente au bureau de scrutin, ce qui est évidemment extrêmement triste pour notre démocratie, mais bon. Mais il faut dire que Valérie Plante, qui était la mairesse sortante, et Denis Coderre, qui était l'ancien maire, ouais. c'est des gens qui étaient très connus. Oui. Donc, c'est plus difficile d'être indécis avec des figures comme ça. Parce qu'on voit dans le sondage de Léger, il y avait 2 portions de le sondage. Ouais. Il y avait 80% des Montréalais qui disaient que je n'en connais pas assez sur cette personne pour me prononcer sur Luc Rabouin, qui est le chef, qui est le candidat pour le projet Montréal et qui est deuxième dans ce sondage. Les candidats pour la mairie ne sont pas très connus. Non. Et je ne sais pas s'il va devenir plus connu dans les prochaines semaines, mais ça indique que même Martinez Ferrada, c'était pas une députée qui était très très connue ici à Ottawa. Non. Donc, pour moi, c'est pas surprenant de voir qu'il y a autant d'indécis quand il y a des gens qui se présentent pour le poste qui sont vraiment des inconnus. Je dois dire, par exemple, je regarde les chiffres de Léger, je les ai devant moi. Moi, je vois 61% pour Luc Rabouin qui dit je ne connais pas assez sur cette personne pour me prononcer. Pas 80. Mais bon, peut-être qu'on ne regarde pas les mêmes chiffres, là. Mais en effet, moi j'ai ici sondage Léger, page 13 du rapport. 19% bonne opinion pour M. Rabouin, 20% de mauvaise opinion, donc on s'entend que ça part mal. Et ensuite, 61% qui ne connaissent pas. Je pense que tu as pris les chiffres juste en dessous de M. Kakou. Ouais. Mais c'est pas grave, le point demeure. Les chiffres n'étaient pas exacts, là, mais... C'est mon erreur. Là. C'était les mauvais chiffres. C'est vrai, c'était 61% pour Rabouin qui disent qu'il ne connaît pas la personne. Mais on s'entend que quand même, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Et là, on le dit souvent, Léger fait des baromètres de personnalité. On ne s'attend pas à ce que tout le Québec s'intéresse à la course à la mairie de Montréal. On comprend ça. Mais ça, c'est des électeurs montréalais. C'est un sondage juste de Montréal. Et ils ont enlevé Hampstead, puis Pierrefonds, puis les villes qui ont été défusionnées. Ça, c'est juste Montréal. Et tu as 61% des gens qui n'ont pas d'opinion sur toi parce qu'ils ne savent pas t'es qui, et il y a un 20% qui a une mauvaise opinion. Alors, le projet Montréal, ça sent une fin de règne. Et peut-être qu'avec... Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, il reste 3 semaines, ça pourrait changer. Madame Martinez Ferrada a montré qu'elle est capable de marcher sur des pleurs de banane. Je ne sais pas si ça va lui coûter cher aux urnes, mais on voit qu'elle est capable. Si M. Rabouin perd l'élection,
avec du recul dans quelques années, peut-être qu'on va voir Valérie Plante à Projet Montréal comme étant l'exception. Valérie Plante a été un cadeau donné du ciel pour Projet Montréal et après ça, ça va devenir un parti d'urbanistes qui ne sont pas nécessairement très bons en politique. Et on a besoin d'urbanisme. C'est pas ça que je dis. On parle purement de chiffres politiques ici. On a besoin de bons urbanistes pour gérer une ville. Mais côté politique, à date, c'est un échec. Et j'ai bien hâte de voir. Il reste 3 semaines. Il va y avoir d'autres sondages. Je sais qu'il va y avoir un débat organisé par Radio-Canada. C'est Patrice Roy qui va l'animer. Est-ce que ça va peut-être augmenter l'intérêt? À voir. Mais pour l'instant, c'est... peut-être un petit mot sur les autres candidats. On ne les a pas mentionnés. Bon, Craig Sauvé, 19% de bonne opinion, 15% de mauvaise opinion, 67% ne connaît pas. Et il y a aussi M. Thibodeau de Action Montréal, M. Thibodeau qui était un candidat marginal il y a 4 ans. Il y a 14% de bonne opinion, 10% de mauvaise opinion. Donc, encore une fois, les gens ne connaissent pas beaucoup les candidats. La course n'est pas très intéressante. En 2021, on avait le potentiel retour de Coderre et Mme Plante. C'était bien polarisé. Il y avait juste 2 candidats. Là, on dirait qu'il y a bien des gens qui haussent les épaules. Mais bon, n'emmerdons pas trop nos auditeurs qui se foutent un peu de Montréal avec ça ici. Je vois que tu as ajouté dans notre plan de discussion sondage pour la ville de Québec. Ouais. Éric, parle-nous de ce sondage de la ville de Québec. C'était un autre sondage de Léger et c'était publié dans le Journal de Québec. On ne sait pas si c'était commandité par Québécois ou par Le Soleil, c'est pas clair pour nous, mais c'est Bruno Marchand, le maire sortant, avec 29%, Sam Hamad, l'ancien député libéral, avec 18%, et Stéphane Lachance avec 13%. Et Léger dit que ça indique que Marchand devient de plus en plus le favori. Parce qu'on a vu des sondages dans les dernières semaines où c'était un peu plus serré entre Marchand et Hamad. Et maintenant, ça a l'air que peut-être ça ne va pas être assez serré que ça. Ouais, en effet. C'est que Sam Hamad est son propre ennemi. Des fois, quand il parle, c'est pas trop clair. J'ai suivi un petit peu la course à Québec. Bon, pour ceux qui... J'ai déjà dit, j'ai grandi dans la région de Québec. Monsieur Marchand a 29%. Il y a quand même 28% de ne sait pas d'indécis. Donc, ça pourrait encore bouger. Mais si, encore une fois, on enlève les indécis ici, on voit que M. Marchand est à presque 50% parmi les décidés. Et donc, j'ai bien hâte de voir comment le vote va se diviser. Si Sam Hamad perd des votes au candidat de Stéphane Lachance, ça pourrait accentuer l'avance de M. Marchand. Donc, à suivre, les élections c'est le dimanche, je pense que c'est le 1er novembre ou le 2 novembre. 2 novembre, merci. C'est partout au Québec, mais il y a déjà beaucoup de municipalités où ça va être par acclamation. Donc, il va y avoir des élections. Mais au moins, il va y avoir des élections à percer. Donc, j'ai très hâte de voir les résultats. Est-ce que tu vas aller à l'épicerie pour faire un sondage? Y a-t-il une épicerie à percer? Oui, je vais faire ça. Ouais. Alors, bonjour. Les portes pour savoir qui va gagner. Un sondage, les chiffres. Parfait. Ouais. Intéressant. Bon, OK. Ben, ça va être tout pour cet épisode. On va passer aux questions de nos membres pour les membres de notre balado. Mais Philippe, j'espère que tu vas passer des bels moments relaxantes Je vais essayer, pour la longue fin de semaine. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup, Éric. Si vous voulez écouter le courrier des membres, www.leschiffres.ca. Merci beaucoup tout le monde.